le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAPDEL, la CERTIVI et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue je suis ministre des Enseignements proposition et schéma. Il y a plusieurs façons, mais le même. On va pas voir le conduit. Parce que nous sommes critiques. Donc, la fibre musculaire est une cellule allongée, dont la membrane est le sarcolène. Le cytoplasme se nomme sarcoplasme. On observe les noyaux périphériques indiqués en bleu et vous avez de manière schématique représenté les myofibrilles avec l'alternance des bandes claires et des bandes sombres. Bien. Nous sommes toujours dans notre deuxième sous-thème qui porte sur les aspects du métabolisme énergétique chez l'homme. Au cours de la leçon 5, on a montré la structure du muscle et de la fibre musculaire. Et lorsqu'on vérifiait les hypothèses, nous avons émis comme hypothèse que les fibres musculaires de l'élève A qui était perdant de son concurrent étaient de nature chimique différente. Et la nature de ces fibres sera abordée dans notre 6e leçon. Et sans tarder, nous passons donc à la leçon du jour, intitulée Composition chimique d'une fibre musculaire. Pour de cette leçon, nous allons présenter à notre leçon des objectifs, l'objectif de la leçon, et ainsi que les prérequis, et à partir d'une nouvelle situation, problème, nous allons essayer de mettre d'hypothèses et vérifier ces hypothèses à travers des activités, lesquelles vont porter premièrement sur les cellules musculaires en tant que structure spécialisée. Et à partir de cette activité, on va donc dégager la nature des fibres musculaires. Bien sûr, l'aspect chimique sera pris en compte. Et tout ceci aura pour objectif d'interpréter de façon schématique la fibre musculaire striée lorsqu'elle est
au repos. Cette interprétation ici sera donc faite du point de vue chimique. Pour cela, il est important de rappeler que les cellules, en général, qui sont de la matière vivante, sont constituées principalement d'eau, l'eau étant l'élément essentiel qui va faire plus de 70% du poids corporel des organismes. Les cellules sont aussi constituées des sels minéraux, que vous connaissez déjà, des glucides, qui sont des composés ternaires, principalement formés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Vous avez vu par exemple le glucose, l'amidon, la cellulose en classe de première. Et concernant ces glucides, il est important de rappeler que certains glucides comme les thiocides, à savoir le saccharose, le maltose et le lactose, sont des molécules obtenues par association de deux sucres simples qu'on appelle aussi oses. Les polyosides sont donc des polymères de sucres simples et les principaux que vous connaissez sont l'amidon, le glycogène, la cellulose. Les cellules sont aussi constituées des molécules appelées triglycérides ou encore lipides et naturellement des protéines dans lesquelles on va retrouver les molécules appelées acides aminés, les oligopeptides, les polypeptides dont l'assemblage va constituer des protéines. Vous connaissez le rôle fondamental des protéines en tant que molécules résultant de l'expression de l'information génétique. Vous avez déjà vu qu'une myofibrille est faite par l'alternance des disques clairs et des disques sombres. Et une bande claire est traversée en son centre par la string Z, ça c'est un détail schématique. Et lorsqu'on regarde le détail d'une bande sombre, lorsqu'on étudie la fibre musculaire au microscope électronique, on remarque bien que dans la bande sombre, il y a une petite zone qu'on appelle zone H qui va traverser le disque en son milieu. Bien. Sans tarder, nous revenons à une nouvelle situation où le concurrent de l'élève A, que nous avons découvert dans la leçon précédente, est à son tour sûr qui n'aura pas de concurrent. Il sera toujours gagnant. Jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau avec l'élève A dans une compétition. Et c'est une course de vitesse parce que l'élève A perdait contre son concurrent B lors d'une course de résistance. Maintenant, c'est une course de vitesse. Le concurrent aussi surpris qu'il perd face à l'élève A. Et il lui a aussi servi la même affirmation selon le médecin. Comme quoi, ces muscles n'étaient pas faits pour battre l'élève A. Naturellement, une telle affirmation peut rendre perplexe et cela nous amène toujours, de manière scientifique, à pouvoir expliquer les différences de performance lors des activités sportives. Et cette fois, nous allons aller plus loin que de nous intéresser seulement à la structure morphologique des fibres musculaires. Bien sûr, on va émettre les hypothèses qui ne sont pas très différentes de celles mises de la séance précédente. L'élève A est plus musclé que l'élève B. Les fibres musculaires de ces élèves sont de composition chimique différente. Ça, c'est une hypothèse pour expliquer la défaite du concurrent. Les deux concurrents ont des fibres musculaires de nature différente. L'élève A est plus grand que l'élève B. On voit que c'est pratiquement les mêmes hypothèses. L'élève A une activité respiratoire moins importante que celle de l'élève
B. Alors, nous allons vérifier ces hypothèses, et comme j'ai dit tout à l'heure, en étudiant la composition chimique des fibres musculaires qui sont des cellules spécialisées, des cellules différenciées. Et pour cela, nous allons étudier ce document, qui est une portion de myofibrilles. Et regardez, vous avez le fameux sarcomère qui est la distance entre deux frisettes. Donc, nous allons dire que ce document est une représentation de deux sarcomères. On demande d'observer et de relever les filaments protéiques constitutifs d'une myofibrille. Donc, on est en train de vous dire que les éléments représentés sont des protéines. C'est déjà un détail concernant la composition chimique. Et ces éléments sont des molécules filamenteuses. La première en bleu, là, premier type de protéine ici. La première protéine, là pour moi, ce sont les molécules d'actine. Ça, c'est dit sur le document. Observez que ce sont des filaments fins, comme représenté sur le schéma. Et en rouge, vous avez les filaments épais de myosine, qui sont donc les principaux filaments protéiques de notre portion de myofibrille. Et on demande ensuite, si on continue d'analyser notre document, préciser donc les filaments protéiques contenus dans la bande claire, la bande sombre et dans la zone H. Vous voyez bien que l'actine est contenue essentiellement ici dans la bande claire. Et vous voyez aussi les filaments d'actine dans la bande sombre. L'actine surtout dans la bande sombre. La myosine, quant à elle, se retrouve uniquement dans la bande sombre. Voilà donc pour la répartition de ces protéines selon les bandes. Et la zone H, qui est surlignée ici, notre visuel, elle se retrouve aussi dans la bande sombre. La zone H contient la myosine. Et j'ai remarqué que, hormis dans cette zone H qui ne contient que la myosine, une partie de la bande sombre est faite des filaments d'actine superposés aux filaments de myosine. Le document suivant vous montre le détail schématique du filament d'actine. À l'œil, chacun observe que le filament d'actine, c'est un assemblage de 3 types de molécules. Et on demande de les relever. Alors, nous avons premièrement les molécules globulaires d'actine G, qui sont toujours des protéines. Ce sont ces molécules qui vont s'agencer pour former le filament. Et chacun de vous remarque autour de l'actine G est enroulée la molécule de tropomyosine. Et au-dessus, nous avons la troponine. Sans entrer dans le détail, ce sont des protéines aux structures moléculaires différentes. Ça, c'est dans le détail chimique de l'actine. On s'intéresse maintenant au filament épais de myosine. On demande de relever les différentes parties de la myosine sur ce document. Et lorsque nous analysons
ce document de manière très simple. On va donc distinguer sur ce document une tête. Donc, voilà. Vous avez une zone intermédiaire et vous avez une queue. La zone intermédiaire et la tête constituent la partie lourde de la myosine, appelée méromyosine lourde. Et la queue constitue la méromyosine légère. Nous avons donc détaillé la composition d'une myofibrile en montrant qu'elle est principalement formée de deux types de protéines, à savoir l'actine et la myosine. L'actine ici est sous forme de filament fin et la myosine sous forme de filament épais. D'autres études ont montré qu'à partir de la chimie des fibres musculaires, dont l'actine et la myosine font partie, il existe d'autres molécules chimiques dont l'étude et leur répartition va permettre de caractériser les fibres musculaires. Ce qui justifie donc l'étude des types de fibres musculaires, qui est la deuxième activité de notre séance. Suivez attentivement. Le document ci-compte indique le type de fibres musculaires et vous allez voir que à ces types, on a indiqué des activités sportives, 3 types d'activités sportives. Et ces activités ont été caractérisées. À gauche, nous avons le marathon qui est une activité sportive de type prolongé. Ce sont des épreuves de longue durée. Vous avez les épreuves de 400 mètres, des courses de 400 mètres, 800 mètres et même la marche. On range dans des activités sportives intenses, mais d'une durée relativement moyenne. Et là, à la droite, là, à votre droite, là, vous avez comme exemple d'activité indiquée les lancers, ça peut être lancer de javelot, lancer de poids, ou le sprint, des courses de vitesse, classées ici comme étant des activités sportives brèves. Bien. Relevez sur ce document les différents types de fibres musculaires. Sur ce document, il est clairement indiqué, si vous observez bien, qu'il existe les fibres dites de type 1 et les fibres dites de type 2. À ce niveau, nous n'avons pas encore assez d'informations qui nous permettent de justifier pourquoi on parle de fibres de type 1 et fibres de type 2. Bien. Nous sommes toujours sur ce document. On demande de classer dans les deux types de fibres qu'on a recensées, en fibres blanches et en fibres rouges. Pour cela, il suffit seulement d'observer le document et de remarquer que les annotations qui correspondent aux sections de fibres claires ici sont les fibres de type 2 et les annotations qui correspondent aux sections de fibres colorées en rouge sont les fibres de type 1. Donc, on peut donc dire que les fibres blanches correspondent aux fibres de type 2, car plus clair, indiqué en clair ce document-là, et les fibres rouges sont les fibres de type 1. Et il faut que l'on précise chaque activité sportive le type de fibre le plus sollicité. Alors, pour cette activité, il faut juste comparer le nombre de fibres rouges pour chaque document et traduire cette comparaison en termes de sollicitation. Donc, vous voyez que pour le marathon, ce sont les fibres de type 1, les fibres rouges qui sont les plus sollicitées, car plus nombreuses sur ce document. Vous voyez donc que pour les activités
comme la marche, la course à 100 mètres, 800 mètres, les fibres de type 1 et de fibre 2 sont à peu près sollicitées de la même façon, de façon équivalente. Par contre, pour les épreuves brèves, comme les lancers, les sprints, les fibres de type 2 sont particulièrement sollicitées. Je rappelle que le sprint, c'est la course de vitesse. Donc, voilà, donc, on va récapituler. Pour les activités sportives prolongées, les fibres de type 1 qui sont sollicitées. Pour les activités intenses de durée modérée ou moyenne, sont les fibres de type 1 et de type 2. Elles sont sollicitées de façon à peu près équivalente. Et pour les activités de brèves, ce sont essentiellement les fibres de type 2. Alors, vous constatez ici que la nature des fibres peut être liée, le type de fibre sollicité peut être lié au type d'activité menée. Et ça peut déjà nous donner des informations cruciales concernant les différences de performance. Donc, on peut expliquer les différences de performance en termes de sollicitation de type de fibre lors d'une activité physique précise. On continue avec l'étude des fibres de type 1 et des fibres de type 2 en analysant toujours leur chimie, et pour cela, nous avons ce tableau qui récapitule la composition chimique des deux types de fibres en termes de glycogène, de triglycérides, d'ATPase, de mitochondries, d'ATP, de myoglobine et de myofibrils, c'est-à-dire notamment les filaments d'actine et les filaments de lysine. Le nombre de plus traduit le fait que la concentration soit élevée ou faible. On va donc faire une étude comparative de la composition des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Lorsqu'on observe attentivement, on constate que les fibres de type 1, comparativement aux fibres de type 2, sont moins riches en glycogène, plus riches en triglycérides, moins riches en ATPase. C'est une simple lecture du document. Elles sont plus riches en ATP, je parle des fibres de type 1, c'est ici dans le tableau. Elles sont plus riches en myoglobine. La myoglobine, je rappelle, c'est ce pigment qui donne la coloration rouge. Voilà pourquoi elles sont rouges. Par contre, comparées aux fibres de type 2, comme vous pouvez le lire dans le document, elles sont moins riches en filaments d'actine et de myosine. Bien, voilà donc une comparaison supplémentaire du point de vue chimique des fibres de type 1 et des fibres de type 2. Et cela peut nous amener à confirmer donc une autre dénomination. Pour cela, vu que les fibres de type 1 sont riches en myoglobine, cela nous permet donc de justifier l'expression fibre rouge. Et nous avons vu tout à l'heure qu'elles sont plus riches en mitochondries que les fibres de type 2. Et sachant que les mitochondries sont le siège des oxydations, on va donc qualifier les fibres de type 1 de fibres oxydatives. Par contre, les fibres de type 2 étant pauvres en myoglobine seront qualifiées de fibres blanches. Et comme elles sont plus riches en glycogène, on les nomme aussi fibres glycolytiques. D'autres informations, d'autres études permettent de caractériser les fibres de type 1 et les fibres de type 2 d'après leur vitesse de contraction et d'après la puissance développée. Lorsqu'on compare donc les fibres de type 1 et de type 2, d'après ces études, on constate que les fibres de type 1 sont des fibres lentes, c'est-à-dire les fibres, par conséquent, moins puissantes. Et les fibres de type 2 sont des fibres rapides, tant pour moi, c'est-à-dire plus puissantes. Donc, elles sont plus puissantes que les fibres de type 1 en termes de
force et en termes de contraction. Ceci nous amène donc à retenir qu'une myofibrile est constituée, d'après l'étude de chimie, des filaments épais de myosine, des filaments fins d'actine, et une bande H va permettre de distinguer uniquement les filaments épais de myosine. La bande sombre est constituée des filaments épais de myosine et aussi des filaments fins d'actine. La bande claire, le disque clair, est constitué uniquement des filaments fins d'actine. Arrêtez. Aussi, il existe deux types de fibres musculaires, du point de vue chimique, c'est-à-dire les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Et nous venons de voir que comparativement aux fibres de type 2, les fibres de type 1 sont moins riches en glycogène, plus riches en triglycérides, moins riches en ATPase, c'est-à-dire l'enzyme qui va permettre de l'hydrolyse de l'ATP. Ça veut dire que l'ATP fournit l'énergie aux cellules. Par contre, elles sont plus riches en ATP. C'est paradoxal. On va mieux comprendre cela. Vous voyez des cellules qui sont moins riches en enzymes appelées ATPase, mais elles sont plus riches en ATP. Nous allons comprendre ce paradoxe lorsque nous allons évoluer dans cette séquence. Mais c'est le cas. Les fibres de type 1 donc, sont plus riches en ATP, plus riches en myoglobine, d'où l'expression fibre rouge, moins riches en actine et myosine, c'est-à-dire moins riches en myofibrilles. Et c'est ce détail qui va aussi expliquer qu'en termes de puissance, on va relier cette caractéristique à la puissance des fibres de type 1 qui sont moins puissantes comparées aux fibres de type 2. Et on a dit, on retient que ce sont donc des fibres lentes, des fibres oxydatives, de par le fait qu'elles sont plus riches en mitochondries comparées aux fibres de type 2. Ceci dit, on revient au fait que pour une course de vitesse, parce que au départ, le concurrent a d'abord battu l'élève A. Maintenant, cette fois, l'élève A a battu son concurrent. Et le concurrent aussi ne comprend pas comment on dit que ses muscles ne sont pas faits pour battre son concurrent qui est l'élève A. Nous avons donc des éléments chimiques pour valider les hypothèses. Nous avons dit que l'élève A est plus musclé que l'élève B, raison pour laquelle il gagne. Pour ma part, c'est une hypothèse qui n'est pas validable. On n'a pas des, quand l'élève A est plus musclé, mais on n'a aucune information. Les fibres musculaires de ces élèves sont de composition chimique différente. Nous venons clairement le voir qu'il existe une différence chimique entre les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Donc l'hypothèse est confirmée. Les deux élèves ont des fibres musculaires de nature différente. La composition chimique permet de différencier les fibres musculaires en deux groupes, de par leur nature, les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Donc c'est une hypothèse valable. L'élève A est plus grand que l'élève B. Ça ne veut rien dire. Ça ne justifie pas la victoire de l'un ou la défaite de l'autre. L'élève A a une activité respiratoire moins importante que l'élève B. Alors, suivez attentivement. Nous avons vu que les fibres de type 2 sont pauvres en mitochondries comparées aux fibres de type 1. Ça veut donc dire que l'élève A a une activité respiratoire moins importante. Mais nous venons de voir qu'il a battu son concurrent B. Ça veut dire qu'on ne peut pas expliquer cela seulement en s'intéressant à l'activité respiratoire des fibres de type 2. Par contre, on a vu que les fibres de type 2 sont des fibres qui sont des fibres puissantes, rapides.
car très riche en myofibrilles. Donc l'élève a des fibres rapides. Et cela explique clairement pourquoi il peut battre son élève B à la course de vitesse. Ça veut dire que l'élève B a des fibres lentes. Donc on rejette cette hypothèse. Et on va donc, en exercice d'application, compléter ce tableau qui est la comparaison entre les fibres de type 2 et les fibres de type 1. Et en pointillé, on a les éléments de comparaison. Donc on voit que les fibres de type 2 sont plus riches en ATPase que les fibres de type 1. Les fibres de type 1 plus riches en triglycérides que les fibres de type 2. Les fibres de type 2 sont plus riches en glycogène que les fibres de type 1. Elles sont plus riches en myofibrilles. Elles sont moins riches en myoglobine que les fibres de type 1 parce que ce sont des fibres blanches, les fibres de type 2. Et les fibres de type 1 sont plus riches en mitochondries. Et on va se séparer avec ce devoir où on a deux athlètes X et Y qui pratiquent les courses de 110 mètres et de 3000 mètres. Ces deux derniers s'entraînent régulièrement sur ces deux distances. Donc, ils s'entraînent pour les mêmes épreuves. Ils ont le même entraîneur. Et on constate que pour le 110 mètres, qui est une course de vitesse, X est gagnant et il est plus performant que Y. Tandis que pour la course de résistance, qui est de 3000 mètres, c'est plutôt Y qui gagne. Et si vous avez suivi des activités, on demande d'expliquer les différences de performance. Nous voici arrivés au terme de cette séance. Le thème de cette leçon portait sur la composition chimique des fibres musculaires et nous allons mieux expliquer ces performances au cours de la prochaine séance sur les mécanismes de la contraction musculaire.